Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Give me 5. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck. et bienvenue dans le 5e épisode déjà de Give Me 5. Franck, est-ce que ça va ? Bah écoute, oui, ça va plutôt bien. Je suis content de vous retrouver pour ce 5e épisode. Un épisode qui est pas facile parce que le thème est assez large. Il y avait beaucoup de choix et beaucoup de sélections à faire sur mon côté. Mais voilà, je suis content de vous retrouver. Et toi, Mathieu, comment ça va ? Bah ça va aussi. C'est vrai que du coup, pour ce thème du coup, le thème de l'émission du coup qui concerne donc la représentation des enfants donc dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Du coup, c'était un thème un peu piégeux dans le sens où on savait pas trop où s'arrêter l'enfance. Enfin, pour moi, c'était un peu entre enfance et adolescence. Parfois, j'ai été piégé sur certains personnages à un moment. J'en parlerai. Donc voilà, je sais pas si pour toi ça, au niveau des recherches, ça allait, mais ça allait. J'ai pas vérifié forcément tous le bon âge. J'espère que je me suis pas fait avoir. À un moment, mais je parlerai aussi sur mes recherches et sur des sur les personnages et sur les films. Il y a pas mal de films où en fait les enfants sont en bande. Ah oui. Et du coup alors j'avais envie d'en parler, mais en même temps c'était embêtant parce que c'était compliqué de tous les distinguer, de faire des distinctions. En plus, dans les bandes, du coup, vu qu'ils étaient 5, t'aurais pu parler juste d'une bande et ça aurait fait les 5. C'est ça. On peut, je pense, commencer. Je pense que le sujet là est vraiment clair. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin trop de. Voilà. Alors, voilà, du coup, pour vous dire, on a dit que c'était, je crois qu'on l'a dit déjà la dernière fois, c'était les enfants de moins de 14 ans. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'enfance et avant qu'il soit pubère, en gros, dans l'idée. On peut commencer directement avec la première partie, je pense. Give me 5. Si tu veux commencer. Oui, écoute, alors je vais commencer. Par qui est-ce que je vais commencer ? Je vais commencer par. On va commencer par du lourd, du très lourd. On va commencer direct sur les enfants. Sur un enfant que je pense vous connaissez tous. Alors, avant, en fait, comme je disais, du coup, peut-être remettre un peu dans le contexte, etc., sur mes recherches, je disais, il y a pas mal d'enfants, et même des enfants stars et des représentations d'enfants dans les films. Alors, j'ai essayé d'en chercher, d'en trouver plein. Il y en a qui sont venus spontanément. Après, l'idée, c'était aussi, pour moi, ceux qui m'ont marqué. D'accord. Oui. Parce que, il y en a, il doit y en avoir des centaines, donc il faut bien en trouver certains. Donc, ceux qui m'ont marqué quand j'étais petit ou quand j'étais plus grand. Et je me suis rendu compte que plus ou moins, en fait, les enfants dans les films avaient un rôle prédestiné par rapport à l'histoire. Donc soit parce qu'ils étaient des personnages principaux de l'histoire, soit parce que c'était des seconds rôles de l'histoire, en fait, mais qui étaient adossés à un autre personnage adulte pour qu'il y ait une relation entre les deux. Voilà. Et là, on est plutôt sur le premier, on est sur l'enfant astucieux. C'est lui le héros principal. Vraiment, il n'y a que lui, et puis tout le monde se rappelle que de lui. Et on est sur Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Avec le nom d'un acteur, j'arrive jamais à le prononcer. Alors, Macaulay Culkin. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est sur un film, donc le premier, Maman, j'ai raté l'avion, qui s'appelle Home Alone en anglais, qui est sorti en 1990, et le deuxième qui est sorti en 92, alors qui est amené sur une saga a priori dont j'ai pas vu les autres en fait. Il y a Maman, je m'occupe des méchants, Maman, je suis seul contre tous, et Maman, la maison est hantée. Et c'est toujours avec le même acteur ? Non, il y a que les deux premiers avec le même acteur, et c'est pour ça que j'ai vu que ceux-là. Les autres ne m'intéressent pas. Et donc là, on est vraiment sur l'enfant astucieux. Pour ceux qui ne connaissent pas Maman, j'ai raté l'avion, du coup, c'est l'histoire de Kevin McAllister qui
pendant les fêtes de Noël, en fait, a été oublié par sa famille qui partent du coup fêter Noël. Je sais plus où est-ce qu'ils partent, mais enfin, ils partent fêter Noël et ils l'ont oublié dans la maison familiale. Donc il se retrouve tout seul dans cette grande maison. Et il va avoir des voleurs, 2 voleurs, du coup les casseurs flotteurs, oui, qui vont venir essayer d'attaquer sa maison et lui faire peur. Voilà. Et toute l'histoire est là en fait, et du coup c'est vraiment, il est génial cet enfant parce qu'il se laisse pas démonter. Alors des fois on voit que c'est un enfant et qu'il a peur. Quand même, il a peur du voisin d'en face parce qu'on lui raconte des histoires et en fait il va lutter contre ses peurs parce que je pense que je peux spoiler parce que les gens l'ont vu. Enfin, c'était un film il y a 30 ans, donc on peut spoiler ce genre. Désolé, je vais spoiler. Ah oui, et Kevin a 8 ans, donc du coup je suis dans les clous, c'est important. Kevin a 8 ans. C'est bon, oui, t'es bien. Et il va lutter contre ses peurs parce qu'il va aller quand même voir ce vieux monsieur et en fait essayer de comprendre quelle est son histoire et pourquoi est-ce qu'il lui fait peur et pourquoi est-ce que tous les enfants du quartier ont peur de lui, pourquoi il y a des histoires assez horribles sur lui. Et il va affronter justement les casseurs flotteurs qui sont du coup 2 voleurs un peu stupides et il va leur mettre la misère. Il va inventer 1 million de trucs, 1 million d'astuces pour protéger sa maison en utilisant les bruits d'un film pour faire croire qu'il y a des attaques à la mitraillette, en piégeant la maison parce qu'il va faire chauffer la poignée pour que les gens se brûlent. Il va avoir un fer à repasser qui va leur tomber dessus, des pots de peinture. Ils vont se retrouver pieds nus à marcher sur des éclats de boules de Noël. Ils vont se faire brûler au chalumeau, ils vont prendre des plumes, ils vont tomber du 1er étage. Enfin, voilà, ils vont vraiment se faire massacrer. Et du coup, quand t'es petit, quand tu vois ça, t'as envie d'être Kevin et tu dis en fait ça peut être cool d'être tout seul chez soi. Oui. De se faire cambrioler, ça peut être bien. Voilà, c'est pas mal, c'est rigolo et puis ça permet d'avoir plein d'astuces, plein de trucs et il imagine plein de choses. Voilà, et je pense que c'est un film culte, Maman j'ai raté l'avion, un film culte de Noël, la période dans laquelle on est maintenant. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc, c'est un film culte, mais par contre très mauvais jeu. Ah, j'ai jamais joué à ce jeu, je savais même pas qu'il y avait un jeu. Oui, vaut mieux pas savoir en fait. L'ignorance est une vertu. Donc voilà, c'était mon premier enfant, Kevin McAllister. Ok. Moi, pour mon premier enfant, ce sera Andy, qui est présent donc dans le jeu Heart of Darkness. Donc, j'adore Andy. Du coup, donc c'est un jeu qui est sorti sur PS1 et PC en 1998. Donc Heart of Darkness, c'est un cinématique platformer. Donc en gros, c'est un sous-genre du platformer, donc qui ont les mêmes mécaniques et le même OCR. Donc c'est le objectif challenge récompense, c'est les mêmes codes. Sauf que il y a pas de power-up et il n'y a pas de HUD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple le nombre de munitions, le nombre de points de vie, tout ça. Parce qu'en général, du coup, le personnage en fait, tout se passe à l'écran, il meurt généralement dès que, soit s'il saute de trop, ou s'il se fait toucher par l'ennemi, direct il meurt. Donc il y a ce truc de die and retry. Et donc ce genre, donc c'est apparu. Alors le premier jeu référencé, moi que j'ai vu, c'est un jeu qui s'appelle World Dreams, qui est sorti en 88. Ensuite il y a Prince of Persia, qui en 89, qui a fait un peu exploser le genre. Et le dernier en date, c'est Ministry of Broadcast, qui est sorti en 2020, enfin que dernier référencé du moins. Et donc en 98, il y a Heart of Darkness, donc qui est développé par Amazing Studio. Donc Amazing Studio, c'est un studio qui est monté par Eric Chahi, donc qui a fait Another World avant, qui est aussi un cinématique platformer. Donc il y avait lui, il y a Frédéric Savard et d'autres employés de Delphine Software, donc la boîte d'Eric Chahi, donc avant Amazing Studio. Il est édité par Ocean Software, donc Ocean Software qui n'existe plus maintenant, parce que ça a été racheté par Infogrames. Et Infogrames a été racheté par Bandai Namco Angleterre, United Kingdom plutôt. Donc Ocean Software, ils ont édité des jeux vachement connus, comme par exemple Worms, où ils étaient aussi spécialisés dans la. Du coup, pour revenir avec, pour faire le lien avec ce que t'as présenté avant, ils étaient un peu spécialisés dans l'achat de licences de films.
et de séries télé et les adapter en jeu. Donc comme ils ont fait Batman, ils ont fait Rambo ou Robocop. Et donc pour revenir à Heart of Darkness, donc on y incarne Andy, qui est un jeune garçon qui est pas très intéressé par l'école et qui, à la suite d'une éclipse qui a lieu dans l'après-midi, il devra aller sauver son chien dans les Darklands, qui a été enlevé par erreur par le maître des ténèbres. C'est vraiment pas de chance. Non, vraiment, là. En plus, au niveau de l'animation, ça fait très penser du coup à du Toy Story. En plus, le personnage s'appelle Andy, c'est vraiment... donc Andy, il est plutôt du genre courageux, et il possède du coup dans sa cabane, qu'il a fabriquée lui-même, je précise, et dont on accède par un ascenseur mécanique qu'il a aussi fabriqué lui-même. Il possède un vaisseau volant et un fusil plasma. Donc il est quand même... Oui, comme tous les enfants. Des années 90. Donc il est plutôt intelligent. Et par la suite, il possède, par rapport à des trucs qui se passent dans le jeu, des pouvoirs magiques. Donc qui lui permettent de lutter contre les forces du mal et de faire pousser des pommiers. Voilà. Et voilà. Et pour l'anecdote, on va dire, c'est qu'à un moment, il y a un personnage dans le Heart of Darkness qui s'appelle le Larbin, et il est doublé par alors je viens d'oublier, j'ai trop de mémoire son prénom, mais c'est le doubleur français de Marty McFly, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, lui, c'est cette personne là. Luc Hamet. Donc voilà. Donc voilà, il y a le personnage du Larbin. C'est aussi entre autres pourquoi j'adore ce jeu, et du coup voilà, Andy, c'est un des persos auxquels j'ai pensé directement quand on a choisi le sujet. Voilà. Effectivement, j'aime bien Andy, c'est un des jeux vidéo auxquels j'ai joué, où on a peut-être dû jouer ensemble, ou se regarder jouer, parce qu'on ne peut pas jouer à deux, mais et c'est vraiment cool, quoi. J'aime beaucoup ce jeu vidéo, quoi. Oui, et puis en plus il a mis très longtemps avant d'être développé. Il a mis 6 ans en gros à être développé plutôt. Donc ce qui est beaucoup. C'est ce qui est beaucoup. En plus, après il y a plein d'anecdotes quand on s'intéresse au truc. Ils ont parce qu'il y a eu le passage du 2D à la 3D, etc. Ils ont dû changer de moteur. Ils ont dû s'adapter à tous les nouveaux outils. C'était en plus une époque de transition. Donc ce jeu, il est vraiment bien, mais en plus il a une histoire. Vraiment bien au niveau du développement. Voilà. Donc voilà pour mon premier enfant. Ok, alors du coup pour moi je vais continuer. Je regarde dans ma liste de qui je vais parler. Allez, je vais parler du coup d'un enfant qui apparaît en 1999. Il est joué par Haley Joel Osment. Haley Joel Osment en 1999 et sur la fin des années 90 et début des années 2000, c'est l'enfant star, quoi. C'est-à-dire qu'il apparaît dans plein de films, et je pense que c'est ce film-là, le Sixième Sens, du coup, qui lui donne cette notoriété. Alors il avait joué d'abord en 94 dans Forrest Gump, où il avait un rôle mineur, et là c'est vraiment lui, un des deux personnages principaux, avec Bruce Willis. Donc il s'appelle Cole Sear. Je sais pas si je prononce bien. Et du coup, lui, c'est le héros. Enfin, c'est un des deux héros. On suit vraiment son histoire, et grâce à son histoire, en fait, on va suivre le développement de l'histoire de Bruce Willis. Parce que c'est plutôt Bruce Willis le personnage principal, mais c'est grâce à cet enfant-là que Bruce Willis va pouvoir lui évoluer. Voilà, et et tout le monde le sait, hein, il voit des gens qui sont morts. C'est une des phrases connues, un des mèmes connus, quand il est allongé sur son lit et puis il dit à Bruce Willis, je vois des gens qui sont morts. Ouais. Donc c'est assez traumatisant pour un enfant de voir des gens qui sont morts. On voit qu'il a souvent peur. Bon, après le film est un film d'horreur psychologique. Donc voilà, il y a des trois scènes assez traumatisantes forcément. Après il y a un twist. Il y a des twists, voilà. Dans ce film, bon, on va peut-être pas gâcher le twist, mais bon, effectivement, c'est 99, hein, donc il a 21 ans ce film. Ouais, mais bon, mais quand même, je trouve, sinon ça gâche vraiment l'intérêt du film. Voilà, donc on va pas gâcher l'intérêt du film, mais
Donc voilà, je trouve qu'il était intéressant parce que il joue, déjà il joue super bien pour un comme petit garçon, voilà, pour un enfant, il joue super bien. Il faut quand même arriver à faire le poids contre Bruce Willis, surtout Bruce Willis à cette époque-là, et qui montre, c'est un des films où Bruce Willis montre qu'il sait jouer l'acteur, on va dire, sérieux et pas juste le gars voilà, le mec qui tue des gens et qui lance des punchlines. Voilà, ça, il est très très fort. Oui, c'est bien aussi. Hein. Voilà, c'est lui le maître dans la punchline et la tuerie de terroristes. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, du coup, c'est une autre facette de Bruce Willis. Il montre que c'est aussi un bon acteur. Après, sur les dernières années, il a montré plutôt que ce qui l'intéressait, c'était plutôt le chèque plus que que le jeu. Voilà. Mais du coup, voilà, pour un petit garçon à cette époque-là, il faut arriver à rivaliser avec, à jouer avec Bruce Willis, voilà, et faire le poids. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Il a d'ailleurs été, alors pas pour celui-là, mais pour AI, Intelligence Artificielle, qu'il a fait en 2001, donc un film de Steven Spielberg. Il a été nominé à l'Oscar du meilleur acteur pour un second rôle. Voilà. Ah oui, quand même, ce qui n'est pas non plus rien, quoi. C'est ça. Alors après, maintenant, il est plutôt invisible, l'acteur. Il fait un peu des apparitions, machin, mais c'est pas devenu un acteur de premier ordre. Voilà. Mais du coup, le petit garçon, lui, voilà. Il montre en fait un petit garçon, il le joue très bien, qui est sérieux, qui est dans son monde, et qui est quand même quelque chose de compliqué. Il arrive à jouer ça. Il y a des réalisateurs, je sais plus qui disent. C'est le plus compliqué en fait à faire tourner, c'est les animaux et les enfants. Pas de lien entre les deux. Oui, non, pas d'amalgame, mais c'est parce que c'est compliqué à gérer. Forcément, les enfants, tu peux pas les faire jouer très longtemps. Il y a des règles en plus de sécurité pour les enfants. Ils peuvent pas rester trop longtemps sur un tournage, et on comprend. Quand ils sont sur un film d'horreur, généralement, on leur dit pas en plus que c'est un film d'horreur. Et donc lui, voilà, je trouve qu'il le joue très bien, ce petit. Donc du coup, voilà, c'est mon deuxième personnage dont je parle, c'est Cole Sear. Ok. Moi, pour mon deuxième personnage, donc je vais vous parler c'est PC Genjin. Un personnage japonais. Oui, du coup, oui. Étonnant. Donc PC Genjin est sorti sur PC Engine et sur GameCube et PS2, qui a fait l'objet d'un remake. Donc PC Genjin, en fait, c'est une franchise vidéoludique d'action plateforme, donc où il y a pas mal d'opus qui sont sortis entre 1990 et 2003. Donc en fait, il y a une trilogie sur PC Engine de 90 à 93, un opus Super NES, Super Famicom au 94 et un opus uniquement sur Super Famicom au 95. Et du coup, il y a eu un remake du troisième opus qui est sorti sur PC Engine, qui a été fait en 2003 sur GameCube et PS2. Donc l'éditeur, c'est Hudson Soft, donc c'est ceux qui ont créé les petites U-cards pour pour la PC Engine. C'est aussi eux qui sont occupés de certains opus, qui sont occupés du développement de certains opus. Sinon, il y a eu Atlus ou Red Company Corporation. Donc le PC Genjin, ça a été la mascotte du coup de la PC Engine, de NEC. C'est NEC qui a créé la PC Engine, et du coup il leur fallait une mascotte entre guillemets pour rivaliser avec Mario ou Sonic. Enfin Sonic plus tard, mais plus Alex Kidd à l'époque. Donc Alex Kidd ou Mario. Oh là là, c'est vieux Alex Kidd. Hein. Oui, c'est 85, un truc comme ça. C'est à l'époque de la Master System. Oui, je me rappelle, j'y ai joué à l'époque. C'était pas rétro quand j'y ai joué. Non, parce qu'en plus, je crois que sur la Master System, il me semble, t'avais un jeu intégré, c'était Alex Kidd. Oui, tout à fait. Donc voilà. Le PC Genjin, vu que c'était une mascotte qui a eu beaucoup de succès, qui a eu, en fait, il a eu plusieurs noms. Donc il y a eu le PC Kid, GB Kid, Bonk aux États-Unis, ou le FC Kid.
Parce qu'en fait, parce que pour bien m'expliquer, PC Engine, ça faisait penser à PC Engine, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé un peu comme ça. Et en fait, PC, ça veut dire Pithecanthropus computerus, donc qui fait référence, donc c'est un jeu de mots apparemment avec Pithecanthropus erectus, qui est un album de Charlie Mingus, un contrebassiste très célèbre. Et en fait, après, avec ces trucs de opus, qui finit en us comme ça, c'est aussi par rapport au fait que, du coup, dans PC Engine, on incarne une sorte de petit garçon préhistorique qui en fait doit plus ou moins déjouer les plans machiavéliques de King Drool ou King Drool 3 selon les opus. Par exemple, il doit déjouer l'enlèvement de la princesse Za, qui est une sorte de reptile rose. Enfin, il doit aller la sauver. Ou alors, à un moment, King Drool 3 va voler la moitié de la lune. Il n'y a que ça à faire. Pourquoi que la moitié ? Je sais pas. Il doit avoir des significations, j'imagine. Ou sinon, après, il envoie aussi Bonk, ou PC Kid, ou GB Kid, ou FC Kid. Il l'envoie dans une autre ligne temporelle. Du coup, il doit après retrouver sa bonne ligne temporelle. Et du coup, ce qui fait un peu la particularité de FC Kid, par rapport, pour se démarquer un peu d'un Mario ou d'un Alex Kidd, c'est qu'il bat ses ennemis uniquement avec sa tête. C'est-à-dire qu'il fait des coups de tête frontaux, ou alors des attaques en piqué. Il peut aussi s'accrocher au mur, monter et descendre au mur avec ses dents. En fait, il s'accroche, c'est que vraiment avec sa tête. Et après il peut se balancer de liane en liane, mais il s'accroche avec ses dents, et voilà. Pourtant il a des bras, des jambes, tout ça, mais au niveau des animations, c'est vraiment qu'avec sa tête. Et voilà. Et du coup, quand il mange un certain nombre de morceaux de viande, à un moment, en fait, on a des sortes de changements d'état, et ça nous fait devenir plus puissant. Par exemple, quand on fait des attaques en piqué, sur le sol, ça ralentit, ça ralentit les ennemis, ça les stoppe, et après on peut les taper. Ça les fait devenir en pierre. Et après on peut les taper, voilà. Pour un peu ces particularités qui pourront peut-être nous aider dans la partie 2. Donc voilà pour mon deuxième enfant. Le PC Kid, PC Engine, Bonk. D'accord. Il y a plusieurs noms. Alors du coup je te laisse noter dans le tableau, pour savoir quel nom tu utilises. Bon, on va utiliser Bonk, c'est le nom américain. Bonk, c'est quoi ? B-O-N-K ? Oui, c'est ça. Ok, Bonk. Alors du coup c'est à moi pour ma troisième. Alors qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais parler de Mathilda. Mathilda, alors avec son nom de famille, j'ai oublié, évidemment. Mathilda Lando. Mais je pense qu'on l'utilise pas souvent. Mathilda Lando dans un film de 1994. Et le film c'est Léon. Ah, voilà. D'accord. Donc c'est Nathalie Portman qui à l'époque n'a que 12 ans. Oui, effectivement. Voilà. Et c'est son premier rôle au cinéma. C'est la première fois qu'on la voit au cinéma, donc dans Léon de Luc Besson en 94, où elle donne la réplique à Jean Reno. Et du coup... D'accord, c'est pas un petit rôle. Non, alors c'est vraiment un des deux personnages principaux du film. L'intérêt de Léon, qui est un film d'action, et forcément on suit Léon qui est un professionnel, un tueur à gages professionnel. Donc il va avoir des scènes d'action, mais il n'y a pas tant de scènes d'action de ça, et la grosse partie c'est sur la relation justement entre Léon et Mathilda. Donc il y a deux versions de Léon. Il y a une version longue qui rajoute des choses, et j'en parlerai un peu après. Et du coup, donc sur l'histoire de Mathilda, pourquoi est-ce qu'ils font équipe avec Léon ? C'est que toute la famille en fait de Mathilda habite à côté de chez Léon. Donc il y a un tueur à gages solitaire qui boit du lait et qui a juste une plante verte comme amie. Et ils habitent, du coup ils sont voisins, et donc le père, la belle-mère et le petit frère de 4 ans de Mathilda se font tuer par des flics ripoux.
Et du coup, elle se réfugie chez Léon pour sauver sa vie. Et quand elle découvre que Léon en fait est tueur à gages, elle veut l'engager pour pouvoir tuer ces flics-là, en fait, qui surtout ont tué son petit frère, qui ont tué son petit frère de 4 ans qui n'avait rien fait. Voilà, vraiment pour se venger, et elle va se créer une relation entre eux, passant de simples voisins à du coup entre maître et mentor. Puis après ils vont devenir vraiment partenaires, et il y a une sorte, il y a une relation qui est un peu ambiguë, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Au début de mon propos, quand je disais que les enfants avaient un rôle, là, elle a quand même ce rôle de l'enfant assez sexualisé. Alors avec de la volonté. Elle a de la volonté parce qu'elle a vraiment un but qui est de venger, ce but de vengeance de sa famille et principalement de son petit frère. Mais après, elle est assez sexualisée, et il y a dans la version classique, la version cinéma que tout le monde a vu généralement, il y a une relation qui est un peu ambiguë. Oui. Mais elle est beaucoup moins ambiguë dans la version longue, où clairement on fait comprendre qu'il peut avoir une relation amoureuse, voire plus qu'amoureuse, entre Léon et Mathilda. Voilà, donc elle a 12 ans et il est adulte, hein, donc ça c'est un peu gênant du film quand on le revoit maintenant avec notre regard actuel. Je pense que déjà à l'époque c'était gênant, ça. Voilà, mais du coup, Mais du coup, ce truc, il est développé dans la version longue ou pas dans la version longue? Il est développé dans la version longue, en fait. Voilà. En tout cas, il est plus... c'est moins ambigu, en fait, dans la version longue. Dans la version courte, c'est déjà un peu ambigu, où en fait, on voit que Mathilda peut tomber amoureuse de Léon. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors que dans la version longue, c'est plutôt montré dans la version courte comme le fait qu'elle tombe amoureuse parce que ça va être son sauveur, parce que c'est un adulte, etc. Alors que dans la version longue, c'est moins romantique, on va dire. Je sais pas si c'était déjà très romantique, mais ça l'est moins. D'accord, ok. Donc voilà, et déjà pour ses 12 ans, Nathalie Portman, elle joue super bien. Ouais, forcément. Après, elle deviendra après la reine Padmé Amidala dans Star Wars épisode 1. Ouais, dès le début, elle joue vraiment ultra bien, Nathalie Portman. Donc forcément, et puis elle arrive à faire le poids contre Jean Reno, qui lui joue très bien le tueur taciturne, quasiment mutique, analphabète en plus. Donc elle fait très bien le contrepoids par rapport à ce rôle de Léon, qui est le rôle titre. Et elle arrive très bien à faire ça. Donc voilà, Mathilda, du coup, qui en fait son but est de devenir nettoyeuse et tueuse professionnelle. Donc même à 12 ans, elle apprend à manier des armes et à tirer sur des gens au fusil sniper. Ah oui, c'est tout un programme pas vraiment scolaire, hein, mais... Non, voilà, c'est une vie gâchée à 12 ans. D'accord, bon, ok. Alors moi je vais vous parler d'une enfant qui est présente encore une fois dans BioShock. C'est vraiment, à chaque fois il revient, ce jeu. Donc c'est la petite sœur. Enfin, c'est les petites sœurs. Donc en fait, les petites sœurs, c'est des fillettes qui sont âgées d'environ 7 ans et qui ont pour but de récolter l'Adam sur les cadavres des habitants de Rapture. Et elles sont protégées par des protecteurs. Alors du coup, pour bien situer l'histoire des petites sœurs, en fait, l'Adam, ou l'Adam, c'est une cellule souche instable, et en fait, cette instabilité, ça crée des modifications génétiques dans le corps, et ça crée donc des capacités extraordinaires, mais aussi du coup des dégâts physiologiques et psychologiques. Donc celle-ci, elle est sécrétée par une limace de mer, mais en quantité beaucoup trop faible pour l'étudier ou pour l'exploiter. Mais du coup, en fait, il y a une scientifique qui s'appelle Brigitte Tenenbaum qui découvre en fait que du coup, l'Adam ressuscite les cellules mortes, donc qui mène du coup à la régénération, et qui découvre aussi un procédé pour générer 30 fois plus d'Adam que la normale.
Mais du coup, en fait, ce procédé, en fait, il inclut... en fait, il faut qu'il y ait un hôte et que en fait, la limace soit implantée dans cet hôte pour que la limace soit nourrie... se nourrisse en permanence dans l'estomac de l'hôte et que du coup cette limace génère beaucoup plus d'Adam. Du coup là c'est un peu pourri comme procédé. Et du coup le type d'hôte idéal en fait c'est des petites filles. En fait c'est des filles à la base et du coup les petites filles. D'accord. Mais elles ont pas de prénom là, les petites sœurs? Non en fait c'est des... Non. En fait non. En fait c'est des petites... En fait elles font partie d'un orphelinat. D'accord. L'orphelinat qu'il y a dans Rapture, sauf que du coup, en fait, il y a personne qui croit plus ou moins déjà à ce truc scientifique, sauf qu'il y en a un qui croit, on va dire, c'est un entrepreneur qui s'appelle Frank Fontaine, mais du coup, en fait, c'est un entrepreneur, mais il est surtout mafieux. Après, il mène une sorte de révolution après dans Rapture. Et du coup, en fait, il exploite à fond les petites sœurs et après même le créateur Andrew Ryan qui a créé Rapture il fait croire aux petites sœurs qu'elles vont sauver la vie de tout ça mais en fait elles vont juste se faire exploiter et du coup la scientifique elle se rend compte que que le truc qu'elle a créé en fait c'est pas du tout c'est pas du tout moral et en gros c'est les petites filles qui ont rien demandé même si elles sont orphelines tout ça elles ont rien demandé à personne et du coup c'est pour ça qu'en fait il y a les protecteurs qui les protègent du coup parce que en fait dès qu'il y a des petites sœurs qui sont dans Rapture en fait elles font pas de dégâts elles peuvent pas vraiment t'attaquer tout ça mais en fait dès qu'il y a une petite sœur on sait qu'il y a un protecteur qui est là pour du coup lutter contre les hommes de Frank Fontaine ou contre Andrew Ryan en fait. Parce qu'elle n'a pas pu les sauver, entre guillemets, mais elle a pu au moins les protéger. D'accord. Voilà. Du coup, elles sont quasi invulnérables, elles font pas de dégâts, mais on sait que dès qu'on entend une petite sœur ou quoi, on sait que direct il y a un protecteur qui est là. Et après même dans le 2, on joue un protecteur aussi. Donc voilà. Pour des petites sœurs elles ont un destin un peu funeste, mais du coup elles rentrent parfaitement dans les clous de l'émission, quoi. Enfin du sujet de l'émission. Donc, voilà. Ok. Alors, à mon tour. Alors, il me reste quoi? Il me reste 2. J'ai parlé du film tout à l'heure et je vais parler maintenant du petit garçon qui est dedans parce que ça serait dommage de ne pas en parler de Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 1 du coup interprété par Jack Lloyd. D'accord. Donc en 1999 sur l'épisode 1 de Star Wars qui est du coup le 4e à être sorti chronologiquement et là, alors pour parler un peu de l'acteur, du coup il a pas fait grand chose après. Il a fait plutôt des choses avant puisqu'il a joué dans La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. D'accord. Et en fait il avait, je pense, c'était un des enfants stars du moment qui pouvait justement avoir une super carrière. Et quand tu dis du coup tu vas jouer dans Star Wars qui était à l'époque quand c'est sorti en 99 un des événements les plus attendus, ça faisait 16 ans qu'un Star Wars n'était pas sorti au cinéma. Ouais, et en plus les gens savaient que c'était vraiment quelque chose c'était un gros truc, quoi. C'était pas comme avant que le premier sorte, le 4e du coup sorte. Voilà, c'est ça. On savait pas trop à quoi s'attendre. Là on savait que c'est ça, c'était un film ultra attendu. Ça a fait péter tous les scores. Il y avait des gens qui ont attendu pendant un mois, qui ont fait la queue pendant un mois devant les cinémas aux États-Unis en campant devant pour être sûr d'avoir des places pour la première, parce qu'on n'avait pas trop internet à l'époque, donc on faisait pas des réservations par internet, voilà. Donc on devait attendre vraiment devant les cinémas pour pouvoir faire ça. Donc vraiment une super grosse sortie, Star Wars épisode 1, et du coup qui nous raconte l'histoire de Anakin Skywalker, donc du coup qui va devenir Dark Vador, c'est pas un secret. Ça va. C'est pas un secret, on le sait, c'est même pas un spoiler, ils en parlent dans les films.
du coup, qui va nous raconter l'histoire de cet enfant qui a 9 ans, qui est esclave à Tatooine, et du coup d'une planète désertique, et comment, en fait, il va passer de... Alors, sur cette trilogie-là, c'est comment il passe de ce petit enfant de 9 ans, blond, à qui on donnerait tout parce qu'il a l'air ultra gentil, qui est esclave, voilà, à un des plus grands méchants, voire le plus grand méchant cinématographique de tous les temps. Comment on passe de cette gentillesse pure à la méchanceté pure, quoi. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc, alors après, l'épisode 1 a été très critiqué. Voilà, il peut toujours l'être. Voilà. Vu ce qu'ils ont fait Disney avec la nouvelle trilogie, du coup, les gens revalorisent cette trilogie-là. Oui. Voilà, mais du coup, c'était une grosse pression. Je trouve que, ouais, il joue plutôt bien. Après, je l'ai vu quand il est sorti, j'avais 15 ans. C'était le début de ma passion pour Star Wars. Je suis allé au cinéma à minuit pour le voir. Donc forcément, j'étais à fond, quoi. Voilà. Et après, j'ai forcément toujours cette vision-là quand je regarde cet épisode-là. Mais du coup, c'est une grosse pression. Et après, par contre, en fait, je pense qu'il jouait quand même plutôt bien. Et il a eu beaucoup de problèmes, l'acteur, par contre, après. Parce que les gens le voyaient comme le personnage qui allait devenir Dark Vador. Ah ouais, ils ont un peu... Et du coup, dans la vie réelle, en fait, il a eu pas mal de problèmes. Et lui, après, il a sombré dans la drogue, dans l'alcool. Enfin, plutôt problématique, le destin de Jack Lloyd. Mais sur Anakin, du coup, lui, sur le stéréotype de l'enfant, c'est l'enfant avec une destinée, c'est l'élu. D'accord ? On sait, nous, à partir du moment où on le voit dans la... Alors, selon comment on regarde Star Wars, il y a toujours plusieurs manières de le regarder, mais quand on le voit normalement la première fois, on a déjà vu le 4, 5, 6, on sait qui est Dark Vador. À mon sens, moi, c'est la meilleure manière de regarder Star Wars, hein, c'est d'abord de regarder 4, 5, 6, et après de regarder 1, 2, 3 pour se dire, voilà, comment ça s'est... qui était Dark Vador au début. Comment il en est arrivé à là c'est une manière différente de le voir si on regarde dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, du coup, quand on le voit, on sait qui c'est dès la première image, quand on le voit apparaître. Voilà. Et on se dit, il est vraiment gentil, il est déjà malin, il est super intelligent, il a déjà cette grosse connexion à la force. C'est déjà un pilote hors pair alors qu'il a 9 ans. Et voilà. Donc voilà, c'est un personnage enfant que j'aime bien. Et voilà. Et puis après, surtout par rapport à ce qu'il va devenir. Voilà, c'était donc du coup Anakin Skywalker. Oui. L'élu. D'accord, ouais. Ok. Alors moi, pour mon quatrième enfant, je vais vous parler de 6, donc qui est présent dans Little Nightmares. Ok. Little Nightmares, en fait, c'est du coup encore un cinématique platformer, hein, décidément. Donc, est sorti en 2017, donc sur PC, PS4 et Xbox One. Et il y a le deuxième opus qui est prévu pour le 11 février 2021, que j'attends beaucoup. Donc, on y incarne 6, donc qui est une petite fille qui a un imperméable jaune et qui doit trouver en fait un moyen de s'échapper d'un phare. En fait, elle a un imperméable jaune et un briquet. C'est ses seuls objets. Donc le passé de 6 est plutôt flou. On sait juste qu'elle appartient à autre part. Voilà, c'est ce qui est dit. On ne sait pas où. Voilà. Et qu'avant d'être capturée par The Ferryman, donc c'est un personnage qu'on voit dans Little Nightmares, et qui l'emmène dans le phare, elle vivait dans une ville au nom inconnu. Voilà. Donc elle est muette, on n'entend jamais sa voix. Et en fait, sa personnalité se perçoit à travers ses actions. Elle n'a pas l'air de porter beaucoup attention aux autres enfants qui sont enfermés dans le phare avec elle. Elle pense surtout à sa propre survie, mais ça lui arrive parfois d'aider ses semblables et même parfois de se faire aider à certaines reprises. Et en dépit de son jeune âge et de sa petite taille, Sis est rapide et agile,
Et elle est d'ailleurs très intelligente et a un certain savoir-faire concernant la résolution d'énigmes. Voilà. Et elle a un appétit quasi insatiable, c'est-à-dire qu'elle elle mange beaucoup, quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, mais parce que j'aime beaucoup le jeu Little Nightmares. Et c'est un personnage un peu énigmatique parce que on sait pas trop qui on joue, on sait pas trop où on se trouve, mais on sait qu'on doit s'échapper. Puis en fait, il y a cette vision un peu morbide des adultes, comme on voit parfois, on voit des cuisiniers et tout, ils ont un design vraiment particulier, un peu morbide, un peu je sais pas comment dire, gras, je sais pas comment. Voilà, mais et du coup, il y a tout ce côté-là où on doit échapper aux collectionneurs dans le jeu. Du coup, qui collectionne un peu les enfants, du coup. Donc c'est une vision un peu, c'est assez sombre comme jeu et tout, mais il y a vraiment une ambiance et il y a vraiment quelque chose. Du coup, voilà, j'aime beaucoup celui-là et j'attends du coup le 2 d'ailleurs. On est quand même beaucoup sur de la bonne ambiance dans tes propositions. Oui, toujours des enfants qui sont bien traités. Voilà. Oui, toujours avec respect. Voilà, c'est ça. On pourra peut-être se faire une synthèse sur la manière dont sont traités les enfants dans les deux différents médias. Voilà, toi, généralement, dans les jeux vidéo, ils morflent un peu. Quoi, hein. Ouais. Après, ça va aussi avec le côté ludique, en mode on est un peu livré à nous-mêmes. Il y a ce côté, on doit faire les actions seuls. C'est toujours ludique de torturer des enfants. Ça fait toujours plaisir. Oui. Ça a toujours un petit côté joyeux qui. Ouais. Alors du coup, c'est l'heure de mon dernier enfant, a priori. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Il est là. Le dernier enfant est dans un film de 1984, si je dis pas de bêtises. Et lui, son rôle, avant de vous dire qui c'est, c'est le rôle du sidekick. Le sidekick rigolo. D'accord. Donc il va plutôt mettre en valeur le héros et qui, grâce à lui, en fait, on va pouvoir voir les qualités du héros, comment le héros va évoluer. Et il va quand même aider le héros. Il peut avoir une part importante. Le héros ne pourrait pas réussir sa mission, son action sans son sidekick. Mais il y a un côté rigolo, un côté qui rend le héros plus humain parce que justement il a cette relation avec l'enfant. Et donc le héros c'est Henry Jones Jr. Donc c'est Indiana Jones et son sidekick rigolo c'est 2001. Voilà, donc l'enfant c'est 2001 dans Indiana Jones et le Temple maudit, donc que je vous encourage à voir, un peu comme tous les films dont je vous ai parlé depuis le début. Alors qui est interprété par Jonathan Kekwan, je suis pas sûr de la prononciation, qui joue dans les Goonies aussi. Il joue Data dans les Goonies. Donc comme j'ai dit au début, j'ai pas trop parlé des Goonies parce que c'est plutôt une bande et c'est un tout en fait. Les Goonies ils sont forts parce qu'ils sont ensemble. D'accord ? C'est ce qui ressort du film, c'est que les Goonies ils gagnent parce qu'ils ont joué ensemble. L'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. Donc c'était un peu compliqué de dire on va plutôt prendre lui. Donc mais du coup l'acteur lui est plutôt fun. 2001, voilà, et il joue du coup le sidekick d'Indy dans cet opus qui se passe chronologiquement avant. En fait, c'est la première histoire. C'est le deuxième film qui est sorti, mais ça se passe avant Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et voilà, en fait, et effectivement, on voit du coup Indy, puisque sur la fin de l'épisode, Indy s'en va et il a une nouvelle femme. Et il a cet enfant du coup, il a 2001 qui pourrait être son enfant de substitution. C'est pas vraiment son fils, mais voilà. Et donc en fait, 2001 sert vraiment à avoir ce côté comique et à rendre Indiana Jones plus humain, plus agréable dans un film qui du coup est plus difficile parce qu'on parle de la torture des enfants, de l'esclavage des enfants. Voilà, à un moment 2001 et même Indiana Jones plutôt, et sorte envoûté en fait
Et c'est vraiment 2001 qui le sauve. Voilà, c'est ça, ouais. Par le sang de, je sais plus, de sang de Shiva. Voilà, et c'est vraiment 2001 qui le sauve. Voilà. Donc ça permet aussi de pouvoir rentrer dans la peau, rentrer dans l'histoire par le biais de 2001 et de voir qui il est. Voilà. Alors pour l'histoire, il me semble que l'acteur, en fait, il joue plus trop dans des films ni dans des séries, mais maintenant il est devenu coordinateur de cascade, je crois, à Hollywood. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc c'est 2001, le sidekick rigolo d'Indiana Jones, mon dernier enfant. D'accord, oui, c'est un bon élément, effectivement. Moi je vais vous parler donc du cinquième élément, pas du cinquième élément, mais du cinquième élément pour de l'émission. Il n'y a pas d'enfant dans le cinquième élément, donc du coup ça va. Non, je crois pas, non. Alors pour du coup ce cinquième enfant, en fait je me suis fait avoir, pour la petite histoire, parce qu'en fait j'en avais trouvé un, mais je me suis rendu compte qu'il était, je savais pas trop si c'était un enfant ou si c'était un adolescent. Du coup j'ai changé et du coup là j'ai pris Isaac, qui est dans le jeu The Binding of Isaac, donc qui est sorti le 28 novembre 2011 sur Steam. Donc c'est un jeu qui est, en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur le projet. En fait il y a un programmeur qui est Florian Ismail, un designer graphique qui est Edmund Macmillan, et à la musique c'est Danny Baranowski. Donc c'est un jeu d'action aventure où en fait on traverse des donjons et après on doit affronter des boss, en gros, dans l'idée. Donc en fait on incarne Isaac qui pour mettre les choses dans le contexte, en fait l'histoire de The Binding of Isaac c'est inspiré du récit biblique d'Isaac, en fait, où Dieu demande au père d'Isaac de tue ton fils si tu crois en Dieu. Donc voilà, donc c'est un peu ce principe là, sauf que là en fait on incarne Isaac. Devra en fait aller au plus profond de son esprit, entre guillemets, pour en fait à la fin il devra affronter sa mère, parce qu'en fait au début du jeu on voit que sa mère elle regarde la télé, tout ça, et que si elle croit en Dieu, tout ça machin, elle doit déjà supprimer toutes les sources de plaisir de son fils, donc les jouets, tout ça, et puis après elle doit le tuer. Donc lui après en fait il s'échappe, et donc après donc on affronte plusieurs ennemis et plusieurs boss, donc qui représentent les 7 péchés capitaux. Et aussi toutes les peurs d'Isaac, comme du coup le rejet de sa mère, ou le fait de se faire harceler par ses camarades de classe. On est encore sur la bonne ambiance, hein, je suis désolé, mais... Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est encore pas mal, quoi. Et voilà, on est encore là-dessus. Isaac, et en plus quand il... En fait, les tirs qu'on fait, en plus, c'est des pleurs, en fait, c'est ses larmes. Donc on est encore là-dessus. Mais après c'est un jeu qui est vraiment cool. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui y jouent maintenant. Et ça a fait l'office de plein de speedruns. Et c'est un jeu vraiment à l'infini. On peut vraiment y jouer des heures et des heures. Juste pour recaler, pour mettre dans le contexte, speedrun, c'est l'idée de finir le jeu le plus vite possible, c'est ça ? C'est ça. Ouais, voilà, le plus vite possible, ou le plus rapide, le plus efficacement possible. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, que ce soit efficace ou que ce soit juste un truc de vitesse, mais c'est que de finir rapidement le jeu par tous les moyens possibles. Ouais, voilà, ou en connaissant vraiment tout ce qu'il faut faire dans le jeu. Ou après t'as ce qu'on appelle des tools assisted speedrun, c'est-à-dire que, en général, ça c'est des jeux qui se font sur émulateur, c'est surtout pour les jeux rétro. Ou après, on rentre dans le jeu avec des glitches, tout ça. Pour ça, c'est plus technique. Mais sinon, on a des speedruns sur des jeux, on va dire entre guillemets, de manière classique, où tu sais tout ce qu'il y a à faire, tout ça, et de finir le jeu juste le plus rapidement possible, quoi. Donc voilà pour ce cinquième enfant, Isaac, qui respire la joie et la bonne humeur, encore une fois. D'accord. Alors, on a fini cette première partie. Peut-être refaire une liste. Alors, je vais redire du coup les enfants qu'on a cités. On a parlé de Kevin McAllister. On a parlé de Andy dans Heart of Darkness, de Cole Sear dans Sixième Sens, de Bonk
dans un jeu dont j'ai oublié le nom. Dans Robonk, enfin dans PC Engine. Voilà, de Mathilda dans Léon, des petites sœurs, de Anakin Skywalker, de Isaac, non, de 6 d'abord. Oui, il y avait 6. Voilà, de 2001 et de Isaac. Voilà, et maintenant, il nous reste à classer tout ça. Et on commence déjà par deux super poids lourds du truc. La différence entre du coup, qui est le meilleur des enfants entre Kevin McAllister ou Andy de Heart of Darkness. Ouais. C'est voilà, vrai que... déjà clairement, les deux ils vont être dans le haut du panier. Oui, totalement. Bon, là pour l'instant ils sont que deux, donc c'est facile, mais je pense que sur le reste du choix, ils vont être dans le haut du panier, c'est plutôt clair. Oui, là, totalement. Honnêtement, Andy, déjà de tous ceux que j'ai cités, c'est sûr Andy va être tout en haut. C'est vraiment celui que je préfère, enfin de tous ceux que j'ai choisis. Déjà, je trouve que Andy, il subit moins. Déjà, de tous ceux que tu as. Et c'est un de ceux qui subit pas trop, quoi. Enfin, il part dans une quête. Ouais, non, vraiment. Il est dans un monde assez étonnant avec des monstres, etc. Mais il a pas tant peur que ça. Et, voilà. Et il va vers l'aventure. Les autres, ils subissent, c'est quand même pas mal, quoi. Après, je peux pas trop spoiler Heart of Darkness parce qu'il y a un petit twist. Mais d'accord. Du coup, mais du coup, ce petit twist fait que peut-être il est peut-être plus balèze du coup Kevin McAllister. D'accord. Donc parce que alors, il faut, c'est pareil, à chaque fois il faut qu'on réfléchisse au fur et à mesure sur quoi on va juger les enfants. En termes d'inventivité, ils sont pas mal les deux. D'accord. Alors bon, il a des moyens techniques un peu plus grands a priori Andy sur ce qu'il peut faire, quoi. Ouais. Oui, dans l'idée, oui, il est quand même. Il est assez doué en tout ce qui est informatique et confection d'armes plasma et tout ce qui est. Oui, il pourrait devenir chasseur de primes, hein, clairement. Voilà. Après, en termes de gentillesse, je pense qu'ils sont gentils tous les deux. Enfin, ils sont. Il a un chien déjà, Andy, donc voilà. Il va sauver son chien, donc il est forcément gentil. Voilà, il va sauver son chien, mais Kevin, ce que je disais, c'est que voilà, il va aller voir, il va aller voir le vieux voisin qui fait peur à tout le monde quand même, et il veut défendre sa maison. Je sais pas là, qui est-ce qui serait au-dessus entre Andy et... Après, Andy se fait du coup, il sauve un peuple aussi. Ouais. Du coup. Ouais, c'est ça qui va le faire gagner. Voilà. Parce que du coup, il sauve un peuple de deux manières. En fait, il leur donne de la nourriture, parce que du coup, vu qu'il fait pousser des pommiers, du coup, en fait, avec les pouvoirs qu'il a à un moment, avec la pierre magique qu'il trouve sous l'eau, il peut faire pousser des pommiers, du coup il nourrit un peu le peuple. D'accord. Et après du coup il va battre le maître des ténèbres. Ouais. Du coup il libère un peu un peuple entier. Ouais, ok. Ouais. Et après je pense qu'on peut avoir aussi un côté sur le réalisme de l'histoire ou la manière dont on peut en tant que spectateur se projeter dans le personnage. Et en fait, je pense, même si forcément ça paraît plus réaliste parce que c'est un film déjà, Maman j'ai raté l'avion. Mais bon, ce qui se passe, normalement, tu laisses pas ton enfant tout seul. Oui, voilà, tu ne pas. Voilà. Et c'est bien un film. Les enfants sont pas si intelligents pour faire ça. Je pense que tu laisses un enfant tout seul de 9 ans chez lui. Peut-être la première journée ça le fait rire. À partir du jour 2 il est en pleurs. Oui, déjà il est mort de faim, ou alors il a mangé que des bonbons et des et des sucreries. C'est mort, quoi. C'est vrai qu'il y a ça. Après voilà. Et sinon je pense que je sais pas combien elle met de temps, mais je pense qu'elle met au moins, sa mère elle met au moins une semaine avant de revenir le chercher, parce que si tu laisses vraiment un enfant de 8 ans, je sais pas quel âge il a, je crois 8-9 ans, je sais plus, tout seul chez lui, il est diabétique, il a pris 20 kilos, ou alors
il sait pas laver, il a pas de... Enfin, c'est foutu, quoi. Oui, non, c'est... non. Ouais. Bon, du coup, je mettrais Andy, t'as raison, on met Andy au-dessus de Kevin. Voilà, ça va être difficile pour les autres de les battre. Et déjà, oui, au niveau de leur état mental, déjà, c'est les deux, je pense, qui sont vraiment... qui sont au mieux, quoi. Alors, du coup, on va ajouter Cole Sear, et je pense que lui, en état mental, alors... Il est balèze quand même, Cole Sear, donc c'est l'enfant du sixième sens. Parce que du coup, quand même, il est plutôt solitaire, etc. Mais il voit des gens qui sont morts, quoi. Et il ne devient pas fou. Il est pas en pleurs tout le temps. Alors il en a peur, certains qui font vraiment peur. Mais justement, il apprend à vivre avec ça pour aller aider les morts, pour qu'ils puissent partir, et pour parler éventuellement à ceux qui sont encore vivants. Donc mentalement, Cole Sear, il est quand même, il est plutôt balèze, quoi. Ouais, non, il est balèze, ouais. Après, il respire peut-être pas la joie de vivre non plus. Non, c'est plutôt un enfant triste. Voilà, c'est sûr que. Voilà. Je pense que là, tous les autres enfants que tu as, ils sont pas sur de la joie de vivre. Hein. Non, là, c'est vraiment... à part peut-être Bonk, mais encore... Enfin, c'est vraiment... Voilà. Mais après, les autres, non, clairement pas... Ce sera pas le facteur principal. Assez facilement, je mettrai Cole Sear, du coup, en dessous, en place 3 pour l'instant. Oui, pour l'instant, ouais. Voilà. Alors, du coup, Bonk. Où est-ce qu'on met Bonk là-dedans? Bonk, Alors, par rapport à Cole Sear, justement. Est-ce qu'il est... Donc du coup c'est vraiment entre guillemets pas l'inverse, mais c'est pas quelqu'un de mental. Donc c'est déjà, il utilise sa tête, mais physiquement. Oui, voilà, physiquement sa tête. Et puis c'est un petit garçon préhistorique en plus, donc je pense que je le mettrais. Après il y a quand même un environnement plus joyeux parce que ouais, c'est comme vu que c'est un jeu qui est à la base c'est une licence japonaise, donc on est quand même sur quelque chose de familial aussi avec la PC Engine, un peu moins abordable, parce que le prix était plus cher qu'une Famicom, mais on est quand même sur des standards japonais très colorés et très accessibles à tout le monde. Ok, c'est pas Binding of Isaac, quoi. Ok, du coup on le met en dessous de Kevin McAllister, donc on le met en 3e. Ouais, après, ouais, je pense qu'on peut le mettre là, ouais. Oui, parce que c'est deux personnes qui utilisent leur tête, un physiquement et un mentalement. Ouais. Ok, alors Mathilda. Maintenant, on rajoute Mathilda. On commence à rentrer dans les... dans des gens moins joyeux. On commence petit à petit. Voilà, des gens... là, moi entre Mathilda et Anakin, on est sur des enfants qui, après, auront les destins plutôt tragiques. Oui. Mathilda... elle est balèze quand même. Du coup, elle devient balèze. Oui, alors elle est balèze. Voilà, elle devient balèze. Elle est effectivement, elle a un environnement plutôt triste. Elle est dans un quartier pauvre. Mais elle veut s'en sortir. Elle se fixe un objectif parce que mentalement, elle est plutôt. Elle est forte, mais pas pareil que Cole Sear, je pense en fait. C'est pas le même. Non, voilà, non, c'est pas la même manière. Après, elle devient techniquement forte pour devenir nettoyeuse. Oui. Après, par contre, si on est sur la représentation de l'enfant, je trouve qu'elle est pas, c'est pas top, quoi. C'est pas la meilleure représentation des enfants. Ils sont quand même, si on prend Kevin et Andy, ils sont plus fun, quoi. Même s'il leur arrive des trucs un peu difficiles, ils sont quand même plus fun. Bonk aussi, parce qu'elle est pas, elle est forte. Mais on peut la mettre en dernier en attendant de voir les autres. Oui, je pense qu'il y en a d'autres qui vont aller en dessous, mais bon. Allez, Mathilde. Voilà. En dernier, voilà. Après, elle a quand même de la force parce qu'elle leur redonne. Elle aide vachement Léon, elle le fait progresser, ils s'entraident tous les deux. Bon, ce qui est quand même gênant
de manière générale sur l'histoire, c'est cette relation qu'ils peuvent avoir ambiguë. Voilà, ambiguë, et la manière qu'elle soit ambiguë et moins ambiguë selon la version. Et sur la manière dont elle est traitée, elle est quand même assez sexualisée alors qu'elle a 12 ans, quoi. Bah ouais, c'est un peu malsain. Ouais. Ok. Voilà. Alors ça, on commence à attaquer ta trilogie de l'horreur là donc sur les petites sœurs. Donc en termes de joie de vivre et de bonne ambiance, voilà, on n'est pas là. Non, elles ont rien demandé à personne. Elles ont été enlevées en fait à leurs parents parce qu'à un moment même je crois dans l'extension de BioShock 2, on joue un protecteur, je crois, mais en fait c'est le père. Je crois que c'est un des pères qui vient chercher sa petite fille, où il y a un truc comme ça, où on entend plutôt une histoire audio, je crois, un truc comme ça. On suit l'histoire audio en même temps qu'on progresse dans le jeu. Et on apprend qu'il y a une des petites filles qui a été enlevée en fait à sa famille, et du coup le père essaie d'aller la chercher, quoi. Donc vraiment elles ont été enlevées juste pour faire des expériences, ou alors par but pécunier, quoi. Donc du coup franchement je les aurais mis en bas parce qu'en plus elles sont pas spécialement nommées. Ouais. Ça fait partie c'est un des gros éléments de gameplay du jeu, c'est un des gros trucs qui représente BioShock, hein. Enfin le 1 et le 2 surtout, mais après oui, mais je veux dire c'est pas elles ont pas de nom, elles représentent bien BioShock. Mais il n'y a pas de. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Il y en a pas une qui a un nom particulier qui sort du lot. C'est ça que tu veux dire, oui. Voilà. Je trouve que c'est plus difficile de s'attacher aux personnages, tu vois, de rentrer dans l'histoire du jeu par rapport à ces personnages-là. Enfin, en tout cas, de ce que tu m'en dis, parce que j'ai pas joué à BioShock. Du coup, on s'y attache, mais parce qu'après, en fait, t'as des choix moraux, c'est-à-dire que, en fait, quand tu trouves une petite sœur, soit tu lui prends tout son Adam, donc t'en gagnes plus sur le coup, soit tu décides de la laisser partir, et du coup, t'en gagnes pas sur le coup, mais après, en fait. Et en fait, si t'arrives à sauver parce qu'il y a 21 petites sœurs dans le premier, si tu les sauves toutes, après elles te remercient, et même dans le 2, après, en fait, t'arrives à... en fait, tu t'attaches par ce côté-là, c'est-à-dire que par rapport à tes choix, t'as un choix moral, en fait, vis-à-vis des petites sœurs, c'est pour ça que tu t'y attaches, en fait. Il n'y a pas, si tu veux, de représentation personnelle comme quand on pourrait s'attacher genre à un Kevin McAllister ou à un Anakin, c'est-à-dire que c'est pas ce personnage-là, mais là c'est plus par rapport au choix que tu fais, tu projettes en fait ce choix sur les petites sœurs. Oui, j'ai oublié de le dire avant. Mais... D'accord. Oui, alors du coup, d'accord, oui, du coup, ça donne un nouvel aspect, et ça serait intéressant en fait, même si elles sont pas forcément nommées, mais elles représentent quelque chose en fait d'important, et c'est ce que j'en comprends, ce que tu me dis, elles représentent ta manière de jouer et tes choix moraux. Ta dose d'empathie, en gros, si tu veux. En fait, si tu prends leur Adam sur le coup, en fait, tu vas avoir des caractéristiques beaucoup plus offensives sur le coup. Mais du coup, et du coup, ce sera peut-être mieux pour progresser dans le jeu, ce sera plus facile pour tuer les ennemis. Mais si tu fais le choix, du coup, de les laisser vivre, tu vas gagner les trucs plus tard, et tu auras des capacités, on va dire, plus défensives, mais du coup, au niveau de ton... tu te dis, genre, j'ai sauvé quand même des gens, je suis peut-être moins fort et tout, mais j'ai quand même... un peu d'empathie vis-à-vis de la vie humaine et des gens qui n'ont rien demandé, voilà. Donc c'est deux trucs différents, quoi. C'est vraiment... Ok. Ouais, c'est pas mal aussi. Du coup, le fait que du coup, elles se servent de cette sorte de représentation de tes choix moraux qui tu es. Alors du coup, c'est bien beau tout ça, mais maintenant faut trouver comment est-ce qu'on cale ça par rapport au reste. Après, je sais pas, honnêtement. Alors, du coup, si je remonte, parce que je pense que de toute façon, clairement, elles vont pas passer au-dessus de ni Andy ni Kevin McAllister. Ça, c'est mort. Vraiment... Voilà. Mais si je remonte la colonne, si je me dis Mathilda, dans le côté choix moral, etc., Mathilda, du coup, elle a juste un objectif. Et tu vois, elle représente que la vengeance, quoi. Ouais.
Alors, qui est, à mon sens, c'est plutôt mérité. Hein. Que tu aies envie de te venger, après que tu le fasses ou pas, mais que tu aies envie de te venger des gens qui ont tué ta famille et surtout ton petit frère. Du coup, ça, oui, forcément, tu as cette attache un peu, tu t'identifies un peu. Enfin, t'as un peu. Voilà. Mais là, du coup, elle, je pense que. Ils vont plus loin, du coup, les petites sœurs, du coup, ça va plus loin, en fait. Oui. Donc, c'est vrai que j'aurais mis au-dessus. Par rapport à ça, j'aurais peut-être mis au-dessus. Cole Cyr, du coup, lui, il a pas forcément de. Enfin, j'ai pas l'impression, là, comme ça, à première vue, qu'il y a un côté choix moral, quoi. Je sais, parce que je me rappelle plus trop du sixième sens, mais. Pour moi, là, ma vision, il va plutôt aider le personnage de Bruce Willis. Donc, je sais rien, peut-être que. Je sais pas, je pense que je les mettrais au-dessus de Mathilda. Ouais. Et après, par rapport à Cole Cyr et par rapport à Bonk, je sais pas trop. Il faut que Bonk il soit juste en dessous de Kevin McAllister pour l'instant. Franchement, là, je pense que ça m'a assez convaincu ce que tu m'as dit. Et je trouve qu'elle représente ce choix-là. J'aurais peut-être mis en troisième, du coup. Ouais. Hein. Je pense aussi, parce que y a vraiment un côté. Voilà. Petit côté. Alors, maintenant, on va ajouter Anakin. Anakin, c'est un peu du lourd quand même. Oui, alors après, je pense que, même si ça va me desservir mon personnage que je présente, mais là, il faut se concentrer sur Anakin quand il a 9 ans dans l'épisode 1. Oui. Non, mais même. Parce que après, du coup, c'est mon Star Wars préféré, donc j'aime beaucoup le premier. C'est peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais bon. Mais après, moi, j'aimais bien le perso d'Anakin dans le premier, ce côté. Ouais, en même temps, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand il y a aussi le fait que tu l'as vu très tôt. Oui. Je pense que aussi, quand tu l'as vu, il est sorti en 99, alors t'as peut-être pas dû. Je devais avoir. Pas que tu l'as au ciné. Minimum 5 ans, mais je pense que je devais avoir un peu plus, 7 ans peut-être. Voilà, t'as dû le voir quand je l'ai eu en DVD. Cassette. Et clairement, c'est le premier DVD que j'ai acheté. Ouais. Je l'ai eu en cassette aussi, j'avais les cassettes et les DVD. Donc oui, tu as dû le voir assez tôt, mais effectivement, t'es tout petit, quoi. Donc ça joue aussi sur ta représentation de. Oui. Il est beaucoup plus fait pour les enfants. En plus, il me parlait plus celui-là, parce que c'était plus, mon Star Wars générationnel, on va dire. C'est ça. Donc, mais après, mais j'aimais bien le petit côté un esclave qui s'en sort grâce à ses trucs de pilote. Moi, je le mettrais assez haut par rapport à la tâche que j'en ai, mais après. Ouais, écoute, oui, moi aussi. Je l'aime bien. Du coup, alors. Je pense que c'est Anakin, pour moi, au niveau de l'attache, étonnamment, je préfère Kevin McAllister. D'accord, oui. Après, sur la symbolique du fait que tu vois, ça devienne le petit garçon qui va devenir, tu vois, qui a une destinée, ou qui on dit qu'il a une destinée, et qui rencontre d'un coup une fille qui pense qu'elle est un ange, et qui tombe instantanément amoureux, qui rencontre les Jedi. Oui. Il est plutôt, il est fort. Il est fort, Anakin. Voilà, il est fort, Anakin. C'est un super pilote déjà. Il fait des petites blagues. Oui, c'est vrai que oui. Donc après, est-ce que je mets peut-être. Du coup, en dessous de Kevin McAllister, je pense. Du coup. Après, ça dépend. Toi, si toi tu veux le mettre au-dessus, c'est possible. Par rapport à Andy. Andy, non, vraiment. Pour moi, c'est imbattable. C'est imbattable dans le sens où c'est vraiment. Donc, du coup, est-ce que. C'est vraiment ce côté pas parfait, mais idéal de l'enfance. Genre, il va sauver son chien. Il se fait des amis imaginaires. Oui, ouais. Donc, il y a ce côté vraiment. Je veux dire, il a une cabane qui accède par un ascenseur, et en plus, il a tout fait lui-même. Alors, du coup, est-ce qu'on le met. Après, par rapport à Kevin McAllister, moi je pense que je préfère Anakin. Dans Star Wars épisode 1, je pense comparé. Je pense que je préfère Anakin. Mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Maman, j'ai raté l'avion. Des souvenirs que j'en ai, on va dire. Après. C'est la période, tu vas pouvoir le regarder. Juste en te justifiant, en disant c'est Noël, il faut que je regarde des films de Noël, donc je regarde Maman, j'ai raté l'avion, je regarde Piège de cristal. Des films de Noël. C'est vrai, mais je sais pas s'il est sur
une plateforme quelconque, que ce soit sur Netflix ou Amazon ou... Ouais, je sais. Je crois qu'il est arrivé sur Disney+. Le 2 est arrivé, il me semble que je l'ai vu passer. Je pense que le premier est dû arriver aussi sur Disney+. Je crois. Bon, ça vérifie. Peut-être que... Bon, mais du coup, ça nous dit pas où on le met. Oui. Je sais pas honnêtement. Parce que, en fait, il est en 2e ou en 3e. Hein, donc, est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de Kevin McAllister d'un côté, je veux dire, on va essayer de toujours placer des personnages, tout ce qui est lié à Star Wars haut. Voilà, oui. Donc on va le mettre en 2e. Oui, d'accord, ok. Je pense que, voilà, des fois, il faut trancher. Il faut trancher. Il faut prendre ses responsabilités. Voilà, donc mettons-le là. Alors maintenant, il y a 6. 6, du coup, elle n'a pas joie de vivre, non. Et joie de vivre, et en plus, non. Et esprit d'équipe, non plus. Hein, parce que, comme j'ai dit, elle se fait un peu aider tout ça, mais c'est vraiment rare. Hein. Après, c'est vraiment de la progression tout seul. Toute seule, du coup, plutôt. Mais après, le jeu est vraiment... Enfin, il y a vraiment une ambiance particulière, et c'est plus par rapport au jeu en lui-même plutôt qu'au personnage que... ce pourquoi je l'ai choisi, quoi. D'accord. Alors, du coup, je te coupe, mais Maman, j'ai raté l'avion, effectivement, sur Disney+. D'accord. Bon, voilà. On va le regarder en toute légalité. C'est bon, je sais ce que je vais regarder bientôt. Je vais le regarder, je pense. En attendant, The Mandalorian, les épisodes. Oui, du coup, 6, on n'est pas trop sur la bonne humeur, pas trop d'esprit d'équipe. Je pense qu'elle va assez bas, je pense, en fait, par rapport à... Ouais, franchement, je pense que je l'aurais mis peut-être en dernier, parce qu'elle représente pas forcément grand-chose non plus. Tu vois, les petites sœurs, du coup, elle avait cette symbolique. Ouais, il y avait ça, et puis même par rapport à l'enfance... je sais pas trop. Ouais, je pense. Non, on a qu'à la mettre en dernier, ça va. Alors, du coup, il y a 2001. 2001, il va haut quand même. 2001, il va haut. Parce que, en plus, Indiana Jones 2, je pense que. Je pense que c'est mon préféré, mais j'aime beaucoup le 3 aussi. Mais le 2, il y a quand même quelques idées spéciales, je trouve. Le 2, il y a un côté. Oui, alors le 2 était pas mal critiqué, surtout parce qu'il était beaucoup plus noir, et ce qu'on a dit, il parle d'esclavage des enfants, il y a... puis il y a un côté, j'ai l'impression qu'il est vraiment à part, j'ai l'impression que c'est vraiment la vie d'Indiana Jones avant, parce qu'il n'y a pas Marcus, il n'y a pas... Il n'y a pas de côté musée, là il fait vraiment les choses pour lui, en fait. Oui, voilà, c'est... Pour sa bonne conscience, à la limite, mais... Mais en même temps, il y a ce côté-là qui est un peu horreur, un peu terrifiant, avec la secte et tout, voilà. Et du côté, il y a des enfants, quoi. Et il y a 2001, et lui, il est vraiment le symbole, du coup, qui contrebalance avec le fait de dire, ok, on va vous montrer des trucs horribles avec des gens qui mangent des cervelles de singe et de la torture des enfants. De singe en sorbet. Et en sorbet, pardon. Et on va essayer d'arracher le cœur d'Indiana Jones. Vrai, il y a ça. Et en même temps, il y a 2001 qui est un enfant espiègle, qui est malin. Et qui a pour modèle... qui a une super... qui a une force de volonté. Donc, et oui, effectivement, on va le mettre haut. Alors, la question, c'est est-ce qu'il va rentrer dans le top 3 ? Je pense que ça peut être celui qui va vraiment... qui peut aller au-dessus d'Andy, je pense. Mais... carrément, quoi. Carrément, il est vraiment bien le 2. Il y a ce côté, la scène où quand 2001 il se bat contre le Maharaja, et en parallèle t'as le côté Andy qui se bat contre Indiana Jones qui se bat contre le mec où ils font les mêmes mouvements et tout. Ah oui, après c'est sûr qu'en termes de réalisation là sur le film, forcément on a Steven Spielberg derrière, quoi. Ouais. J'ai pas parlé spécialement des réalisateurs à chaque fois, bien qu'il y ait que du coup je me dis qu'il y a quand même des bons réalisateurs à chaque fois, puisqu'on a Chris Columbus, on a Night Shyamalan, Luc Besson, George Lucas et Steven Spielberg. Alors peut-être bons réalisateurs, en tout cas des réalisateurs importants. Ils n'ont pas forcément tous fait que des très bons films, mais des réalisateurs importants, et clairement le meilleur de loin, c'est Spielberg, quoi. Donc forcément la mise en valeur de l'enfant à ce moment-là,
elle peut être. Et en plus, tu t'identifies. Enfin, vachement, il y a ce côté, genre, c'est un enfant qui accompagne Indiana Jones dans ses aventures. Ah, bah ça, quand t'es enfant, si tu t'identifies pas à Indiana Jones, tu t'identifies à 2001, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense que pour ça, il pourrait aller. C'est vrai que, effectivement, je pense que ce qu'on disait à un moment sur le fait que ça te permette de rentrer dans le personnage, de rentrer dans l'histoire plutôt. Genre, t'as pas encore tous tes repères, du coup, il y a ce côté enfant, justement, ça rentre bien, je trouve, dans le thème. Ah, bah, je m'y attendais pas, mais je pense qu'effectivement, on va mettre 2001. Enfin, sauf si toi, tu préfères le mettre en dessous. Non, bah, j'aime beaucoup 2001 aussi. Ouais. Et pour arriver à contrebalancer avec Indiana Jones, oui, qui est l'aventure, quoi. Oui. C'était le slogan du premier Indiana Jones, l'aventure a un nouveau nom, Indiana Jones. Il faut arriver quand même, et 2001, il le joue bien. Et alors après, je l'ai peu regardé en anglais, mais la voix française en plus qu'il a, j'adore, quoi. J'adore la version française d'Indiana Jones et le Temple Maudit avec la voix française de 2001. Je me rappelle, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en anglais, donc je me rappelle plus la voix qu'il a en français, je me rappelle plus. Bah ouais, je l'ai beaucoup regardé, et je l'ai beaucoup regardé en français avant parce que j'avais quand même pas mal étant plus jeune, et c'était avant de passer en me disant en fait c'est mieux de regarder les films en VO. Oui. Après la voix de du coup c'est quand même bien, enfin il y a une bonne VF même dans Indiana Jones. Et donc voilà, du coup écoute, on met 2001 en premier, et il nous reste plus qu'un, il nous reste que Isaac. Oui, de Rochester, totalement. Et là on change l'ambiance. Par contre là ça rentre bien dans l'enfance, mais côté freudeux, c'est-à-dire là on est vraiment dans le caca. Il y a vraiment tout ce côté-là, hein, fécal. Dans le jeu, c'est pas juste. Oui. C'est pas juste une régression mentale, hein, on est vraiment. Il faut tuer. Mais lui, attends, ce que tu m'as dit, il veut tuer sa mère, c'est ça? Ou un truc comme ça? En fait, il a un problème avec sa mère. C'est le boss final, c'est le talent de sa mère, techniquement. Mais parce qu'en fait, c'est ça, parce que en fait, sa mère, elle regarde la télé. Et en gros, c'est Dieu qui lui parle à travers la télé et il lui dit: si tu veux être une bonne chrétienne, il faut que tu enlèves toutes les sources de plaisir de ton enfant, donc tu enlèves tous les objets et tout. Et après, si tu veux vraiment, c'est bien ce que tu as fait, mais si tu veux vraiment être une bonne chrétienne, il faut prouver ton amour envers Dieu. Il faut que tu tues ton enfant. Et du coup, après, lui, il s'échappe par une trappe et en fait, après, il va en gros dans une sorte de ténèbres ou des trucs de son esprit. Après, en fait, on va de plus en plus bas et le boss final, c'est Mom. Du coup, c'est maman. D'accord. Ouais, on est moins sur de la bonne ambiance quand même. Non, totalement. Là, on est vraiment sur des trucs pourris parce qu'en plus, entre chaque niveau, t'as des petites sortes d'artwork et tu vois que Isaac, il se fait. Tu sais, tous les trucs que t'as peur dont t'es petit, un peu, genre, tu te fais, comment on dit, pas frapper, mais tu te fais, comment on dit, maltraité? Ouais, non, pas. Un truc avec la honte, je sais plus comment on dit. Ouais. Voilà où t'as beaucoup de honte, voilà où tu te fais. Comment on dit, c'est bullying en anglais, mais. Oui, maltraité, Voilà, ce côté-là, voilà. Je trouve pas le mot à part bullying. Voilà, t'as tout ce côté-là, et après t'as le côté, le rejet de l'amour de sa mère. Parce que, elle veut le tuer, quoi, donc, dans l'idée. Donc, c'est vraiment pas. Non, on va le mettre bas. Voilà, je pense même en dessous de 6. Parce que 6 autant, bon. Ouais. Et en fait, en re-regardant le classement. Attends. Du coup, on est bon. Attends, avant de relire le classement et vous dire ma pensée à ce moment-là, on met du coup Isaac en dernier. Oui, parce que même pour 6, c'est plutôt là la vision des adultes qui sont un peu horrifiés et un peu. Mais là, vraiment, je pense Isaac en dernier parce que même si c'est un jeu vraiment cool, vraiment addictif, au niveau de son histoire, Isaac. Alors, du coup. Sur notre top 10, et avant de vous livrer ma pensée en relisant tout ça, on a 2001, on a Andy de Heart of Darkness, on a Kevin McAllister, on a Anakin Skywalker, on a Les Petites Sœurs,
on a Bonk, on a Colsir du Sixième Sens, on a Mathilda dans Léon, on a Sis et on a Isaac. Et en fait, en regardant ce classement, je me dis que ça, tu vas me dire ce que tu en penses, mais ça correspond plutôt en fait aux enfants qu'on a envie d'être. Ah oui. Ceux qu'on a plutôt envie d'incarner, pour lesquels on a envie de vivre leurs aventures. Oui. Et donc on a bien envie d'être le copain d'Indiana Jones, d'aller sauver notre chien dans un monde un peu féerique, de défendre notre maison contre les casseurs flotteurs, d'être dans une galaxie lointaine, très lointaine, et de potentiellement devenir un Jedi. Et après on a moins envie, oui. à partir du 5 avec les petites sœurs, mais sur les 4 premiers en tout cas, c'est plutôt des enfants qu'on a envie d'être ou qu'on a eu envie d'être quand on était plus petit, et lesquels on pouvait le plus s'identifier. C'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que personne n'a envie d'être Isaac, clairement. Clairement pas. 6, il y a un côté un peu aventure, genre tu te retrouves dans un lieu, tu dois t'en sortir, c'est pas mal. Mais après, c'est sûr, si tu peux pas rivaliser, enfin, tout le monde a envie d'être l'ami d'Harrison Ford et d'Indiana Jones. C'est clairement. C'est, en fait, t'as raison. C'est pour ça qu'on sait que c'est la bonne place de 2001, parce que on a tous envie d'être l'ami d'Indiana Jones. Oui, voilà, vraiment. Ouais. Non, je pense que c'est pas mal. Et ben voilà, je pense que on a fini cette partie de l'épisode. Ouais, je pense que là, on peut passer au sujet suivant, enfin l'annonce du sujet suivant et aux recommandations. C'est ça. Pour l'annonce du sujet suivant, alors on s'est concerté et on a choisi donc la représentation des armes magiques à travers les médias cinématographiques et vidéoludiques. Bon là, je pense que on verra plus tard, mais je pense que là le sujet est plutôt clair aussi, encore une fois. Oui, ça me paraît plutôt clair. Voilà, il faut que ça soit magique, quoi. Voilà, c'est pas ça. Que ça soit. Non, c'est clair. Je vois pas comment on peut définir ça autrement. Oui, voilà. Là, vu qu'on avait fait les armes blanches, là vraiment, là on va partir sur des choses qui partent un peu un peu plus dans l'imaginaire encore, je pense. C'est ça. Voilà. Ok. Alors du coup, au niveau des recommandations de cet épisode, si tu veux, je te laisse commencer, si tu veux, pour. D'accord. Alors du coup, moi, je vais recommander un livre. Un livre qui s'appelle Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte. Donc un livre écrit par Michael Klastorin et Randall Atamaniuk. Je ne sais pas comment on prononce ça. Qui est sorti aux éditions Ugin et Munin. D'accord. Hugi2n et Muni2n. Voilà, donc du coup, c'est un beau livre sur Retour vers le futur qui explique vraiment toute la création de la saga. Alors, et pour vous lire aussi, il y a sur l'avant-propos, il a été écrit par Michael J. Fox. Il y a une préface de Christopher Lloyd, une introduction de Bob Gale, dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai recommandé de lire les comics sur Retour vers le futur, et une postface de Robert Zemeckis, le réalisateur de la trilogie. On est bien là. Ouais, donc voilà, on est bien sur la validation de cet ouvrage par les personnes, enfin par les créateurs. Les créateurs de la saga et les acteurs. Voilà. Donc voilà, on est plutôt bien. C'est vraiment quelque chose, un ouvrage pour les fans ou pour devenir fan, pour avoir plein d'anecdotes. Il y a pas mal de photos. Il y a des reproductions. Ça, c'est vraiment le point fort, je trouve. Enfin, il y a plein de trucs dans le livre qu'on apprend, mais le côté des reproductions, genre des lettres que Marty envoie à Doc et tout ça, le tract et tout ça. C'est ça, le tract, la photo, enfin, il y a vraiment plein de choses, des photos de tournage, des anecdotes sur le tournage, donc c'est vraiment, si vous êtes fan, si vous connaissez un fan ou si vous avez envie de devenir fan de Retour vers le futur, allez-y. En plus, il me semble qu'il passe en ce moment à la télé, si vous ne l'avez jamais vu. Bon, vous aurez 50 millions de pubs, mais ça vaut toujours le coup de regarder Retour vers le futur. Voilà. Et toi, quelle est ta recommandation ? Alors, pour ma recommandation, je vais vous parler de Robot Chicken.
donc qui est une série donc qui a été créée en 2005, qui passe sur Adult Swim, donc qui est plus ou moins la chaîne adulte de Cartoon Network. Donc ils sont déjà à 10 saisons. La 11e elle est prévue pour 2021. C'est créé par Seth Green et Matthew Steinreich. Donc en fait, en gros, Robot Chicken, chaque épisode se compose de plusieurs sketchs qui parodient avec humour noir certains points de la culture populaire en majorité américaine. Donc par exemple, il y a 8 Mile mais fait avec les Looney Tunes. On a par exemple la scène, plus ou moins la scène d'intro du premier Indiana Jones, mais adaptée dans une cour de récréation. Donc c'est vraiment très très drôle. Il me semble que j'en ai vu un où, sur Star Wars, on voit l'empereur en fait qui prend une sorte d'escalateur et qui doit dire bonjour à les Stormtroopers. Mais ça ne finit pas en fait parce que le truc est immense et en fait il rencontre 100 Stormtroopers, il est obligé de dire bonjour à chaque fois. Ouais, voilà, et en plus la particularité c'est que c'est fait avec des jouets plus ou moins. Par exemple, il y a aussi, il se moque pas mal de, c'est He-Man en anglais, c'est Musclor, je crois. Donc, par exemple, t'as tous les jouets. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, ils font ça avec tous les jouets, ou par exemple, t'as des G.I. Joe, ou t'as des. Ah oui, t'as un truc, c'est marrant aussi, c'est. T'as Mario et Luigi qui sont sur. Qui sont sur un kart. C'était pour illustrer la sortie de Mario Kart Double Dash et en fait ils tournent à droite. En fait ils doivent choisir. En fait ils vont à droite et ils vont à Vice City de GTA. du coup c'est très drôle. Voilà. Donc voilà pour ma recommandation. Donc il y a 10 saisons. Là je suis en train de pas tout revoir mais d'en regarder une partie. Bon c'est des épisodes de 20 minutes, ça se consomme très très bien. Le combo Robot Chicken en mangeant c'est pas mal. Donc voilà pour ma recommandation. Et du coup, on peut les voir aussi sur une plateforme en particulier. Ah oui, je crois que ça y est sur. Alors je crois que c'est sur Molotov TV. Il y a un. Ah oui, Adult Swim, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, dedans, il y a Robot Chicken qui est inclus. Dedans. Ok. Voilà. Et du coup, parce qu'il y a un équivalent français, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Botch. Je sais pas si c'est. Ils ont genre Botch Actu ou tout ça, et c'est beaucoup inspiré de ça. Voilà. D'accord, je connaissais pas. Voilà. C'est pour ma recommandation. Donc, voilà. Si vous avez l'occasion de regarder Robot Chicken, vraiment, c'est très très drôle. Voilà, écoutez, l'épisode est maintenant terminé. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à l'aimer sur nos réseaux sociaux et à nous faire des commentaires aussi sur les réseaux pour nous proposer des sujets qu'on pourrait aborder, pour nous faire des retours sur l'épisode, pour nous dire ce que vous en avez pensé. On est à votre écoute. Oui, voilà, et puis du coup, nos épisodes ils sont disponibles sur YouTube et SoundCloud. Eh ben écoute, Mathieu, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allons-y. Ok, on est à l'épisode 5. Hein. Okay. C'est ça, oui. Ok.